Bon, faisons le point avec vous, Bruno. Il y a donc un accord de cessez-le-feu, pas d'accord de paix du tout, et des négociations qui vont s'ouvrir. Des négociations sur quelle base ? Sur la base d'un projet iranien ? Bah oui, en fait, tout cas, c'est ce que dit Donald Trump. Oui, voilà, c'est ce que dit Donald Trump. Alors, le projet iranien, voilà, il a été un peu esquissé là à l'instant, mais enfin, on peut un peu le détailler pour voir le chemin qu'ont à faire les Américains, franchement, pour accepter ce que demandent les Iraniens. En même temps, une négociation, en principe, c'est fait pour arriver à un compromis. Alors, d'abord, les États-Unis doivent s'engager à ne plus jamais agresser l'Iran. L'Iran veut garder un contrôle sur les détroit d'Ormuz, y compris un contrôle financier, c'est-à-dire instaurer un droit de passage. Ils l'ont fait un peu ces derniers jours pour les quelques bateaux qui passaient. Là, ils devaient payer 2 millions de dollars. L'Iran, vu le coût de la reconstruction, demande à ce que ce droit de passage soit pérennisé. Donc là aussi, ça promet des belles discussions. L'enrichissement, on en a parlé, un droit inaliénable de l'Iran. La suppression des sanctions primaires et secondaires des États-Unis, des Européens. La fin de toutes les résolutions de l'ONU hostiles à l'Iran, de toutes les résolutions de l'AIEA, l'indemnisation des dégâts. Et il se murmure que les Iraniens réclameraient 100 milliards de dollars pour reconstruire leur pays. Et ils exigeraient, de sources iraniennes, on nous dit qu'ils exigeraient que ce soit les Américains qui payent, et eux seuls. Donc là aussi, vous voyez comment vont tourner les discussions. La sortie, les Iraniens demandent aussi la sortie des forces américaines de la région. C'est-à-dire qu'il faudrait que les soldats américains quittent les bases. Et puis l'arrêt des hostilités sur tous les fronts régionaux, y compris le Liban. Voilà le programme, et voilà sur quelle base, si on comprend bien, vont débuter ces discussions vendredi au Pakistan. Et alors la parole à Mathieu Mabin maintenant, parce que Mathieu, c'est vrai qu'à entendre toutes les revendications des Iraniens, on a du mal à comprendre pourquoi Trump parle de base viable pour négocier. C'est exactement l'inverse des objectifs de Trump. Oui, je vous confirme qu'on a effectivement du mal à comprendre comment, en une nuit, la somme des raisons qui ont convaincu Donald Trump de déclencher cette guerre a pu devenir une base de négociation raisonnable. Pourtant, c'est notre lot depuis janvier 2025. Nous allons quand même essayer de trouver une explication rationnelle à des décisions et des déclarations qui, en apparence, au moins, disons-le, ne le sont absolument plus rationnelles. Ce matin, à Washington, plusieurs responsables républicains, tant bien que mal, tentent de donner ces explications. On pense par exemple à Lindsey Graham ou Mike Johnson, et selon eux, ce n'est pas l'accord qui est jugé acceptable, c'est le fait que l'Iran accepte enfin de négocier. C'est là qu'il y aurait une victoire diplomatique du camp américain. Le sénateur républicain Lindsey Graham, l'un des alliés les plus influents du président au Sénat, explique que reconnaître une base de discussion, quelle qu'elle soit, permet de tester la bonne foi de Téhéran tout en maintenant la pression américaine. Alors d'accord, mais on ne comprend pas très bien en quoi reconnaître à l'Iran le droit d'enrichir de l'uranium sans contrôle extérieur maintiendrait une quelconque forme de pression sur Téhéran. Même lecture, semble-t-il, pourtant chez Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Pour lui, l'objectif américain reste inchangé, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme atomique, mais ouvrir des discussions permettrait, selon lui, de vérifier jusqu'où l'Iran est prêt à reculer. En clair, retour à la case départ, celle d'avant la guerre, en repartant sur une base de négociation qui a justement déclenché la guerre, encore une fois. Clairement, on a connu un Marc Rubio plus convaincant. À la Chambre des représentants maintenant, le speaker Mike Johnson tient un discours à peu près similaire. Il affirme que la pression militaire américaine a forcé l'Iran à présenter une proposition et que Washington peut maintenant utiliser ce document pour négocier point par point. Un document qui exige quand même le retrait des bases américaines de la région et qui exige de l'Amérique le paiement de dédommagement pour les dégâts commis par les frappes américaines et israéliennes en Iran, comme on le rappelait à l'instant. Autrement dit, du point de vue républicain, reconnaître une base viable ne signifie pas accepter les 10 points iraniens. Cela signifierait simplement que les États-Unis disposent désormais d'un texte à partir duquel négocier, encore une fois. Mais vous l'aurez compris, et sans reprendre chacun des points qui sont une véritable liste au Père Noël, rédigée par Téhéran,
on ne voit absolument pas comment, sur la base d'un tel texte, les diplomates pourraient arriver à un accord dans 2 semaines, en tout cas, à Islamabad ou ailleurs. De son côté, le Premier ministre israélien, qui a été l'un des premiers à corriger le tir, a immédiatement déclaré que le volet du plan qui concerne son intervention au Liban devait immédiatement être oublié, et n'a d'ailleurs pas tardé, on vient de le voir, à le prouver en frappant le Liban, encore une fois, ces dernières heures. Bien sûr, maintenant, s'agissant de Donald Trump, la seule chose sur laquelle il soit revenu ces dernières heures, c'est sur la satisfaction de voir le détroit à nouveau libre, à peu près libre, à la circulation en tout cas, en précisant même au passage que désormais les navires qui le franchiront devront s'acquitter d'une taxe de passage également répartie entre Téhéran et Washington. Arrêtons-nous sur un point, Bruno, puisque les Iraniens veulent obtenir le droit d'enrichir l'uranium sans contrôle. Donc pas d'élimination, ça ne figure pas dans leur plan. Donald Trump, lui, il dit que les Américains vont travailler avec les Iraniens pour extraire du matériel nucléaire enfoui par les frappes de 2025. Ça reste très mystérieux, on croit qui là ? Si, je pense que les Américains, là, ils font allusion aux fameux 440 kilos d'uranium enrichi. Et ça, vous aurez remarqué d'ailleurs dans la liste que je vous ai citée, qui a été présentée par les Iraniens, il n'est pas question une seconde de ces 440 kilos d'uranium enrichi. Et de sources iraniennes ont fait savoir aussi que il est hors de question que cet uranium enrichi soit remis aux Américains dans un pays tiers, etc. Donc ça aussi, ça va être un point extrêmement sensible. Sur l'enrichissement, alors sans contrôle, les Iraniens ne se disent pas complètement opposés à des contrôles de l'AIEA, mais en fait le vrai problème, c'est qu'il faudrait qu'ils autorisent les contrôleurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les inspecteurs, à se rendre sur tous les sites nucléaires, y compris les sites qui ont été abîmés pendant la guerre des 12 jours en juin 2025. Et alors les Iraniens disent « Ah mais nous, vous savez, on est ouverts, qu'ils viennent, voilà. Mais évidemment, ces sites-là, comme ils ont été très détruits, il va nous falloir plusieurs mois pour enlever les débris, etc. Mais après ça, presque promis, j'allais dire, vous pourrez y aller. » Donc voilà, on sent que là, c'est pas très clair. Et sur l'enrichissement, alors entre Donald Trump qui réclame 0% d'enrichissement, les Iraniens qui disent simplement, nous, on est prêt à négocier sur une réduction du pourcentage d'uranium enrichi, sans préciser le seuil, ce qui est absolument fondamental, puisque là, ils étaient montés à 60% d'uranium enrichi. Bon, pour l'arme nucléaire, il faut être au-dessus de 90%. Pour l'arme atomique, il faut être au-dessus de 90%. Mais même, est-ce que c'est en dessous de 60% ? Il y a un autre seuil à 20%. Est-ce que c'est en dessous de 20% ? Est-ce qu'on revient au seuil, quand même, qui avait été mis en œuvre par le JCPOA, le fameux accord de 2015, qui était à 3,67 ? Voilà, toutes ces questions aussi. Les Iraniens disent qu'ils veulent faire preuve de bonne volonté, mais ne précisent rien. Et si Donald Trump reste sur son 0% d'enrichissement, il y a de bonnes chances que ça fasse comme les négociations précédentes, que ça aille dans le mur. Bon, tout cela reste bien flou, Mathieu, et ça relance aussi le débat sur l'état mental du président américain, y compris dans son propre camp. On a vu hier beaucoup de messages en ce sens. Oui, le débat est effectivement lancé, c'est vrai, avec une 60aine d'élus démocrates qui, sur la base des derniers tweets de Donald Trump, invoquent désormais la section 4 du 25e amendement, selon laquelle, on le rappelle, le Congrès peut se saisir s'il venait à constater l'inaptitude du président des États-Unis à gouverner. Alors, bien sûr, à ce stade, la démarche reste profondément partisane, et ça n'est pas tout à fait une première. Mais à la Chambre des représentants, c'est vrai que le chef de la minorité démocrate, Hakeem Jeffries, accuse directement Donald Trump de conduire une politique étrangère dangereusement imprévisible et n'hésite plus à parler de troubles cognitifs. Le sénateur démocrate Chris Murphy, lui, membre de la commission des affaires étrangères du Sénat, affirme de son côté que la Maison-Blanche alterne menaces de guerre et ouverture diplomatique sans stratégie claire. Bon, ça en fait pas tout à fait une pathologie mentale pour le moment, ce qui est d'abord l'expression d'une fragilité psychique selon lui néanmoins, mais surtout l'exposition à un risque majeur pour la République américaine évidemment, et on sent bien que c'est ça qui fondamentalement inquiète au moins les élus démocrates et une partie du camp républicain aussi.
Merci infiniment Mathieu Mabin, merci également pour ce décryptage, bienvenue Bruno.